Quand on est redescendu du sommet, il y avait une crevasse, mais vraiment mais énorme. Je me dis: «Non mais je vais pas y arriver, je vais tomber dans le trou» et heureusement qu'il y avait mon Sherpa, au bout parce que s'il m'avait pas récupérée, je serais tombée. Salut, je suis Constance et je suis la plus jeune Française à avoir gravi l'Everest. Au moment où j'ai découvert la lettre de mon père avec ses dernières volontés, donc qui était de disperser ses cendres sur les 7 sommets, j'avais pas initialement comme projet d'aller au bout, mais en fait il se trouvait que je partais en Tanzanie en voyage humanitaire 2 mois après avoir découvert la lettre et j'étais à 1 heure du Kilimandjaro. Je pensais qu'à ça depuis que j'étais arrivée. La nuit, je rêvais de ça et au bout d'un moment, j'ai dit à ma copine, écoute, moi je vais m'organiser l'ascension du Kilimandjaro, est-ce que tu veux venir avec moi? Elle m'a dit je te laisse y aller. Puis du coup, je suis partie toute seule faire le Kili, enfin avec une équipe de Tanzaniens, mais j'étais la seule cliente. C'était la première fois que je rendais vraiment hommage à mon papa et me dire surtout que c'était l'hommage que lui avait voulu. Bon, les émotions étaient encore plus décuplées et en fait, il se trouve que j'ai pas réussi à m'arrêter et puis c'est passé plein d'autres choses entre-temps qui ont fait aussi que ça m'a poussée à continuer. Donc on est arrivé à Katmandou le 11 avril. 2 jours après, on est parti à Lukla. Donc là, c'est le début du trek. On a une dizaine de jours de marche pour arriver jusqu'au camp de base. 5-6 heures de marche par jour. On dort dans des petits lodges toutes les nuits. Et puis ensuite, on arrive au camp de base. On prend quelques jours pour se reposer, enfin 2-3 jours pour se reposer et commencer à s'acclimater parce que le camp de base est à 5300 mètres d'altitude. Et ensuite, on est allé faire un sommet d'entraînement qui s'appelle Lubuche Peak à 6200 mètres d'altitude. Donc là, j'étais hyper malade, super compliqué. Enfin, j'avais mal à la gorge, j'étais out, mais on est arrivé au sommet, on est redescendu. Ensuite, on est retourné au camp de base, on s'est à nouveau reposé quelques jours, puis ensuite, on a commencé la première rotation. C'est encore une fois pour l'acclimatation du corps, où l'objectif, c'est d'essayer de monter jusqu'à 7000 mètres. On va monter dans l'Icefall, on va aller jusqu'au camp 1, jusqu'au camp 2. On a fait un jour off au camp 2 pour vraiment bien acclimater notre corps. L'idéal, c'est de rester 7 jours en montagne vers 6500-7000 mètres. Et ensuite, on voulait monter jusqu'au camp 3. On n'est pas tout à fait monté au camp 3, on était un peu en dessous de 7000. On est redescendu au camp 2. On revient au camp de base. Là, on reste une semaine au camp de base. On attend la fenêtre météo pour tenter l'ascension de l'Everest. Où là, c'est très variable parce que en fait, ça change tous les jours la météo. Une fois que la météo est bonne, et c'est là en fait où il y a du coup beaucoup de monde, c'est qu'il va y avoir 2-3 jours de fenêtre météo où 90% des équipes vont partir à ce moment-là pour tenter l'ascension de l'Everest. Donc nous, c'était le 18, 19, 20. Et nous, on a tenté l'ascension le 20. Donc là, on part du camp de base, on monte au camp 1, on monte au camp 2, on monte au camp 3, on monte au camp 4. Au camp 4, on ne dort pas du tout. Et ensuite, on fait le sommet. Donc nous, on a fait le sommet le 19 mai. Il n'y avait pas trop de monde, enfin ça va. Puis après, on redescend. Donc là, on n'a encore pas dormi au camp 4. On devait descendre jusqu'au camp 2. Finalement, on a dormi au camp 3 parce que j'étais totalement morte de fatigue. On a fait une sieste au camp 2 et ensuite on est redescendu jusqu'au camp de base. J'ai vraiment souffert. Franchement, j'ai vraiment souffert de la météo. Pour le reste, ça allait. En fait, on était épuisés parce qu'on n'avait pas beaucoup dormi les jours précédents. On va se lever vers 2 heures du matin. Les nuits sont courtes. Au camp 4, on a dormi 1h30, 2 heures, ou en tout cas on a essayé de dormir 1h30, 2 heures, mais on n'a pas vraiment dormi. Et ensuite on part pour l'ascension finale qui dure à nouveau 8 heures. Ça fatigue, ça épuise, et puis c'est aussi frustrant parce que tu te dis c'est la seule fois de ta vie que tu vas arriver au sommet de l'Everest et t'as envie de profiter de ce moment, mais en fait t'es en mode survie quoi. T'essayes de pas t'endormir, moi je m'endormais beaucoup. T'essayes de pas te geler les doigts, enfin là je me suis gelé les doigts aussi. Tu peux plus boire parce que ton eau elle est gelée au bout de 3 heures. Tu peux pas manger parce que tu peux même pas enlever tes gants pour manger quelque chose, t'as ton masque et tout. Et quand on est redescendu de l'Everest, enfin du sommet, il y avait une crevasse, mais vraiment, mais elle était énorme. Mais je me suis dit, je vais jamais la passer, franchement, elle était immense. Je me dis, non mais je vais pas y arriver, je vais tomber dans le trou. Et heureusement qu'il y avait mon Sherpa au bout, parce que s'il m'avait pas récupéré, je serais tombée. J'ai quand même fait une nuit, on a quand même fait au Hugo aussi une nuit à l'hôpital quand on est arrivé à Katmandou parce que vraiment épuisée parce que je m'étais aussi gelé les doigts, les pieds un peu. J'ai la peau qui s'arrache sur la main parce que j'ai enlevé mon gant au sommet donc et je l'ai vraiment pas enlevé longtemps. Enfin ouais, c'est vraiment franchement c'est quelque chose. Puis on a perdu une personne de notre équipe qui était parti sur l'ascension du Lhotse et on l'a appris entre le camp 3 et le camp 4. C'est hyper traumatisant, c'était hyper triste. Enfin, moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais là? Faut
que je rentre chez moi, enfin, je veux pas mourir et tout. Et du coup, j'ai dit vraiment beaucoup de fois à Kusang, mon Sherpa, si on prend trop de risques, si tu sens que je suis pas bien, si tu sens que la météo, elle est pas assez bonne, moi, je veux qu'on redescende tous en vie, donc je préfère ne pas faire le sommet et rentrer chez moi, quoi. Et il se trouve qu'il a fait un œdème cérébral et que son Sherpa l'a pas vu tout de suite. Ils avaient plus d'oxygène, ils étaient à plus de 8000 mètres. Et en fait, ils voulaient continuer, ils voulaient absolument atteindre le sommet. Le Sherpa ne pouvait pas le redescendre parce qu'il avait plus de force. Les Sherpas prennent beaucoup moins d'oxygène que nous. Tu peux mettre un niveau d'oxygène et les Sherpas, ils vont être à 0,5-1 quand nous, on va être à 2,5. Il avait plus d'oxygène à ce moment-là. Son Sherpa a tout essayé pour le faire descendre, mais c'était une personne de forte corpulence, c'était impossible pour lui de le porter, d'autant plus sans oxygène. Tu réalises ce que tu prends comme risque, quoi. Maintenant que j'ai fait les deux qui m'impressionnaient le plus, je pensais que le Denali en Alaska allait être vraiment très impressionnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était un sommet difficile. En fait, on porte toutes nos affaires, donc il n'y a pas de Sherpa, on monte nos camps, on est très livré à nous-mêmes, on porte toute notre nourriture. On m'avait dit, ouais, vraiment, le Denali, tu vas voir par rapport à l'Everest, quand même, c'est un sacré niveau et tout. Maintenant que j'ai fait l'Everest, c'est incomparable, hein. L'Everest, c'est beaucoup plus difficile, mais vraiment beaucoup plus difficile. C'est juste incomparable, vraiment. Un sommet à plus de 8000, c'est totalement autre chose qu'un sommet à 6002. La meilleure préparation pour d'autres sommets, c'est des sommets qui sont un petit peu moins hauts. Après, il y a une grosse préparation physique en salle de sport. Donc là, j'avais un partenaire majeur, One Fitness, qui était une salle de sport. Donc je me suis beaucoup entraînée là-bas avec un coach. Trail, course à pied, renforcement musculaire. Et on fait aussi pas mal de week-ends dans les Alpes pour faire un peu plus de la technique, cascade de glace. Mentalement, là, j'avoue que je fais pas grand-chose, mais c'est que comme je sais pourquoi je gravis les sommets et mes objectifs personnels par rapport à mon papa et par rapport à mon association, je sais que la vie peut être très difficile, donc je me sens déjà mentalement prête à faire des ascensions comme ça. Parce que tout le monde était au courant, en fait, hein, dans ma famille de cette lettre, enfin, ma famille, les amis de mon père, puisque c'était le projet de mon père de faire les 7 sommets pour devenir un modèle pour toutes les personnes atteintes de cancer. Je pense que pour eux, ils s'imaginaient que c'était un beaucoup trop gros projet pour moi, que j'avais jamais fait d'alpinisme de ma vie, donc on peut se dire que je vais pas y arriver. C'est des projets qui coûtent cher, donc il faut chercher des sponsors. J'avais pas du tout les moyens de me payer l'ascension des 7 sommets. Pour eux, c'était un trop gros projet et quelque chose qui sortait totalement de leur zone de confort. Et du coup, ils se sont dit que c'était pas possible que moi je le fasse. Maintenant, tout le monde est à 100 000 millions de pourcents derrière moi, il est super fier de moi. Il y a encore plus d'avoir réussi l'ascension de l'Everest pour mon père, pour le frère de mes oncles et tantes. Ils étaient... oui, c'était incroyable. Enfin, la montagne, de manière générale, a pris en notoriété, on va dire, mais plus aussi via le trail. Il y a beaucoup de gens qui font des trails et on le voit dans les grosses courses type UTMB, etc., que ça draine du monde et c'est de la communication. Après, par exemple, à l'Everest cette année, il n'y avait pas du tout plus de Français parce que Inox a fait l'Everest l'année dernière. Là, je suis la 16e Française à avoir fait l'Everest. Je pense que les gens ont commencé à plus sortir de chez eux et effectivement aller en forêt, en montagne, faire des randonnées. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Le fait qu'on puisse médiatiser tout ça, que je puisse faire des interviews et pouvoir parler de l'ascension et du projet de mon père, ben, c'est ça qui le fait vivre. Qu'il soit tout là-haut, ben, ça le fait vivre lui aussi. Et puis l'association, initialement, elle a été créée aussi en son hommage. L'objectif, c'est d'accompagner les enfants qui ont des parents qui ont des cancers très graves. Il faut que les familles puissent vivre des derniers beaux moments, que les enfants puissent avoir des beaux souvenirs avec leurs parents, donc on essaye de réaliser des derniers rêves. Ensuite, évidemment, c'est d'accompagner l'enfant dans toute la suite de sa vie jusqu'à ses 18 ans. Là, le premier petit garçon de l'association, Timéo, qui nous a rejoint en mars 2022, il fait toujours partie de l'asso. Son plus grand rêve, c'était de rencontrer Inox Tag et on a pu l'organiser il y a quelques semaines avant que je parte à l'Everest. C'était fantastique. Et puis là, le prochain objectif qu'il m'a donné, c'est qu'il aimerait faire le Kilimandjaro avec moi. Donc là, on va se préparer pour tenter l'ascension du Kilimandjaro. On a fait le Vendée Globe, on a fait le Tour de France, on a fait des week-ends à Paris, à Lyon. En gros, c'est un peu tout ce que j'ai pas... Enfin, tout ce que j'aurais aimé avoir quand mon père était malade et quand j'ai perdu mon père. J'ai eu beaucoup de messages de personnes qui me disaient que c'était inspirant pour eux parce qu'ils avaient aussi perdu un proche. Je vais réaliser, il y aura un moment que ça va être un peu plus difficile aussi parce que comme chaque expédition, il y a un moment de down et il faut que le moment de down se fasse. Mais en fait, une fois que tu sais que c'est normal, tu l'acceptes.
Il me reste encore 3 sommets comme je referai le Kilimandjaro, mais je peux pas dire le prochain sommet parce que ce sera une surprise pour mes réseaux sociaux. Et c'est surtout que je cherche encore des sponsors pour finaliser le départ. Donc si jamais il y a des entreprises ou des marques qui ont envie de soutenir. Et ça porte malchance parce que j'avais déjà annoncé le départ pour cette ascension, pas l'année dernière, l'année d'avant, avant d'avoir trouvé tout mon budget et j'ai pas réussi. Donc n'annoncez jamais trop vite vos projets. Attendez qu'ils soient totalement validés. Mais donc du coup, vous le verrez bientôt sur mes réseaux sociaux parce que c'est dans pas trop longtemps.